Chers amis, bonjour. Je suis en direct de Saigon. On est quel jour? On est le 6 octobre. On est le dimanche 6 en effet. Voilà, parce que c'est l'anniversaire. Non, c'est le mariage. C'est le mariage de notre ami Olivier. Et on fait l'after au repère. Donc, je viens de rencontrer Xan. Xan, ça se prononce comme ça? Xan, oui. Voilà, Xan. Un grand plaisir. Très sympa. À la soirée, on a eu de bons verres, bonne ambiance. J'ai bien mangé. Alors, c'était une bonne crêpe au camembert, Oui. avec des lardons, des oignons, pas mal de choses. C'est le rustique. Une rustique, Voilà. ouais. L'établissement a plutôt une spécialité de plat franchouillard. On est dans le camembert, on est dans les charcuteries, on est dans ce genre de choses. Voilà. Et d'ailleurs, là, je viens de croiser des Français qui m'ont invité à leur table et qui m'ont dit aujourd'hui, tous les dimanches, c'est soirée spéciale camembert. Le camembert, normalement au barbecue, effectivement, qu'on fait avec la charcuterie variée et avec du pain français. Top. Ok, bon, ben super. Apparemment, c'est vraiment le bon repère du dimanche soir et même de tous les jours. Et est-ce que tu me permets de visiter pour Avec m'expliquer grand plaisir. comment c'est fait, l'histoire et tout le reste? Allez, Allez, let's go. on y va. On a des bières pression par ailleurs qui ne sont pas là dans le frigo. On a du vin, bien sûr, en bouteille, du vin au verre. On a des boissons de la maison, de l'hypocrase, un vin aux épices médiéval. Ça veut dire quoi, vin de la maison? C'est-à-dire que c'est moi qui le fais dans ma casserole derrière. Ben si. Bah, le vin. Si. C'est un vin français qu'on recuit aux épices. D'accord. Donc c'est moi qui fais la ta recette, préparation c'est aux ta épices. recette de Voilà, vin. tout à fait, oui. Ok. Bah, il faut Ça qui goûter est un best-seller, des cocktails, tout pour passer une bonne soirée. D'accord, très bien. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on regarde là? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, il y a les menus. Qu'est-ce que je vois là? Personne ne les pique, mais Ah, alors le truc c'est que qu'est-ce qu'on écrit sur les murs là? on écrit. Alors, ça n'est pas tout le monde qui écrit. C'est la sélection du patron et il peut y avoir un vote collégial. On est assez fan de ce qu'on appelle la brève de comptoir. Donc, c'est-à-dire que c'est une phrase qui souvent paraît navrante de prime abord, mais qui en réalité a une espèce de profondeur philosophique. Donc, on a beaucoup de phrases qui ont fait rire l'assistance qui était là et qu'on a décidé de mettre sur les murs pour immortaliser tout ça. Et donc là, il y a un format. Si je veux écrire quelque chose, je le mets sur un bout de papier et après ça passe par un processus. Non, là c'est vraiment si à un moment donné dans la discussion, c'est oral comme ça. Tout le monde se bidonne, on se dit tiens ça celle-là elle est quand même extraordinaire, la note. Il est bien probable qu'on la note. Oui. Alors là on a toutes les citations qui sont dans le livre blanc si j'ose dire, c'est-à-dire des citations comme c'est un business dans lequel on a beaucoup de petites familles aussi. Qui ne gêne pas tellement si la famille vient et que l'enfant demande qu'est-ce que ça raconte. Logique. On a aussi un livre noir dans lequel on a les citations que là on ne peut pas mettre sur le livre. Qu'on ne peut pas mettre sur le livre, pas mettre sur les murs. Je peux le Le voir. livre noir, c'est mon camarade Guiton, le coutelier de l'établissement, qui le tient sur son téléphone. Et on envisage de le faire imprimer un beau jour. Okay. Voilà, en carré blanc, pour un public spécialisé. Bien sûr, voilà. Moins de 18 ans, etc. Moins de 18 ans interdit. Alors là, il y a des jeux vidéo. Oui. Donc là, c'est pratique. Je suis avec mes nouveaux amis qui m'ont dit on aimait venir le dimanche parce que les enfants jouent, nous on mange, on boit notre camembert, notre boisson, notre bière, on est bien. C'est un peu ça. On a voulu ouvrir un établissement familial dans lequel on a des jeux de société en grand nombre. On a des jeux classiques, des fléchettes, un baby-foot. Là, et des bornes d'arcade dans lesquelles chaque borne d'arcade contient 6000 jeux. Et ce sont plutôt des jeux vintage, donc qui présentent un avantage. De notre jeunesse. C'est qu'en fait, ils sont faciles en prise en main. Ouais. Donc, c'est des jeux sur lesquels on peut mettre deux jeunes gens qui rapidement vont trouver comment fonctionner et s'amuser pendant des heures. C'est l'avantage de ce type de jeu-là. Donc, chaque borne, 6000 jeux, les jeux de plateau, le baby-foot, les fléchettes. On accueille aussi volontiers des tables de jeux de rôle, on accueille des soirées spéciales jeux de plateau. Il y a des soirées Warhammer. Il y a des soirées Warhammer. Moi j'ai un gars Warhammer qui m'a dit qu'il veut monter une équipe de compétition et il cherche des Français dans toute l'Asie pour faire ça. C'est avec grand plaisir qu'on l'accueillerait. Du Warhammer Battle ou du 40 000, on accueille tout ça avec grand plaisir. Je lui ferai passer l'info. Il y a même un baby-foot. Un baby. Alors c'est pas un bonzini de chez nous, c'est un baby-foot asiatique, mais qui fait quand même l'affaire. D'accord, très bien. Alors poursuit, il y a quoi après là-bas? De ce côté-là, ça va être le sound system. C'est un petit peu les arrières du bâtiment avec les frigos dans lesquels se trouvent les trésors, à savoir
la charcuterie et le fromage, hein, puisque Oui. ce sont deux des grandes spécialités de l'établissement. On a en général, toujours dans le frigo, quelque chose comme 80 kg de charcuterie, 80 kg de fromage. On est réapprovisionné plusieurs fois par semaine. Et quand bien même on fait les crêpes, les galettes sarrasin, eh bien, ce sont aussi les produits qu'on met dedans. Logique. Très bien. Il y a des fléchettes? On peut jouer aux Les fléchettes, on peut jouer aux fléchettes aussi. Alors ça c'est plutôt british, c'est pas très français ça. Non, les Français jouent aux fléchettes. Mais je dois dire que quand on joue contre des British, on se fait allumer à chaque fois parce qu'ils sont généralement bien meilleurs que nous. Ouais. Etc. Quoi. Très bien. Alors ensuite là, il y a, je vois, c'est quoi? C'est des vêtements qu'on peut acheter ça? Ah, alors, je crois que plus largement, plutôt que les vêtements, on devrait s'intéresser à ce qui est dans ce coin-là. Alors c'est quoi tout ça? Alors, c'est-à-dire qu'initialement, j'avais pas Là, ouvert. il y a une tête de mort. Voilà. Je n'avais pas ouvert tout seul. J'avais ouvert avec ma compagne. Et ma compagne avait une espèce de petit atelier dans lequel elle faisait des activités peinture, des activités autour de la création de bougies, de petits colliers, colifichets, bracelets. Et c'est un reliquat de cette époque-là. Il est maintenant assez rare qu'elle soit là, donc ça sert surtout de décoration. Mais voilà, c'est ce que ça a été anciennement. Et il est vrai que l'établissement aime toujours accueillir de temps à autre des activités artistiques. Bon, artistique avec un thème quand même un petit peu métal, un petit peu... Pas nécessairement, c'est-à-dire que le thème général de l'établissement, c'est un bistrot rock-metal. Rock-metal. Mais on a beaucoup de gens dans la clientèle qui ne sont pas du tout rock-metal, qui viennent quand même avec plaisir. Comme moi. Ceux qui sont dans ces thématiques-là entendent aussi avec joie la musique qui passe, mais on ne la met pas trop fort, donc ça ne chagrine pas tellement. Voilà, moi de prime abord, c'est le genre de thématique qui me plaît, mais il est arrivé bien régulièrement qu'on fasse des ateliers ou des événements qui n'ont rien à voir avec ça. D'accord. C'est quoi la tête de... C'est une tête de veau là-bas au fond? Alors ça, c'est un ami, celui qui a la casquette justement là-bas, qui me l'a offert. Ça, c'est manifestement une tête de dragon de cérémonie. Dragon de cérémonie. Qu'il a voulu, et qui normalement n'est pas dans ce sens-là, qui est dans celui-ci, qu'il a voulu me donner parce que précisément les gens regardent toujours en s'interrogeant ce que c'est. Ouais. Et c'est une des grandes blagues de l'établissement. Les nouveaux, en général, se demandent assez longuement ce qu'est ce machin-là. Quand j'ai vu ça, je me dis ça fait un petit peu satanique. et pourtant, loin s'en faut. Loin s'en faut. Ok, très bien. On peut se poser quelque part pour discuter un peu tout? Ouais. J'ai envie de dire plutôt vers l'arrière. Allons-y. Ok, voilà, on se pose. Et ben voilà, je suis content de découvrir cet endroit. Et donc ça existe depuis combien de temps? Ça fait bientôt 5 ans qu'on a ouvert. On fêtera les 5 ans le mois prochain. Bon, bon anniversaire. Merci beaucoup. Tu m'as dit tout à l'heure que au début, tu avais prévu, tu ne savais pas si ça allait durer 1 an, 2 ans. Finalement, là, ça fait 5 ans. Oui. Tu m'avais dit ça. Oui. C'est quoi l'histoire? Comment ça a démarré? Mais en fait, je m'attendais absolument pas à ouvrir un bistrot, encore moins un établissement dans lequel il y aurait de la restauration. J'avais des amis à Saïgon qui voulaient ouvrir une espèce de lieu multi-artistique. Comme moi, je suis écrivain et comédien de métier, ça m'intéressait de faire quelques fois dans le mois des événements. Et eux allaient utiliser le lieu pour faire de la peinture, pour faire des créations en art plastique. Et il se trouve qu'on a ouvert en novembre 2019. Excellent choix s'il en est, puisqu'on a pris le Covid tout de suite dans les dents. Et que pour les 2 comparses qui étaient avec moi, ça n'a pas marché du tout. Et en revanche, moi, je me suis trouvé à avoir de plus en plus de gens qui voulaient venir, y compris en dehors des événements, pour boire des coups. Donc j'ai ouvert un peu plus régulièrement que ce à quoi je m'attendais dans un premier temps. Après avoir bu des coups, ils ont voulu manger quelque chose, donc j'ai commencé à faire des galettes sarrasin, des crêpes, ce genre de choses. Ils m'ont dit, oui, mais alors, ma femme voudrait manger une salade, donc j'ai fait des salades. Est-ce qu'on pourrait avoir le jambon à part? Donc j'ai fait des plateaux de charcuterie. Hop, on a avancé comme ça. Et je me retrouve 5 ans après avec un resto, quoi, ouais, avec du staff, des employés qui travaillent tous les jours. On est toujours au moins un patron, voire 2 patrons et 4 employés qui sont là chaque jour. Mais c'était complètement inattendu. D'accord. Bon. Alors ça, c'est l'histoire du lieu. Et ton histoire à toi, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait venir au Vietnam? Ah, ça c'est très compliqué, mon ami. Disons, moi, dans mes études, j'ai toujours été connecté à l'Asie du Sud. C'était mon domaine de spécialité du temps de mes études à l'université. Et mon ex-femme a trouvé une opportunité d'emploi ici.
on a décidé ensemble de venir ici, comme le laisse supposer le fait que ce soit mon ex-femme et pas ma femme. Notre vie commune ne s'est pas passée comme je l'espérais. Néanmoins, on est très bons amis, on continue à se fréquenter. Et alors que je pensais retourner en Europe, j'ai eu l'opportunité dont je parlais précédemment. J'ai ouvert le bar, j'ai trouvé une nouvelle compagne et finalement, me voilà ici. Donc, on va dire que c'est des raisons personnelles. Oui. D'accord. Comment est la vie ici par rapport à la France et comment tu te projettes? Est-ce que tu vas rester ici quelques années? Tu veux rentrer en France un jour? C'est quoi ton état d'esprit? Je pense que je serai toujours connecté à la France d'une certaine façon. Il y a un mode de vie ici qui est agréable, j'entends bien, mais il y a tout de même des manques. Par exemple, j'ai envie de dire que la vie culturelle au Vietnam est assez décevante. Moi, je suis un mec qui a vécu plutôt dans les grandes villes, plutôt à Paris, je suis plutôt dans le domaine de la culture. Et c'est vrai que on se rend compte que c'est peu dynamique en la matière ici. Donc, il y a peu de spectacles, il y a peu d'événements. Oui, et puis il y a peu de public, c'est-à-dire que c'est aussi ça, c'est que... Il y a peu de demande. Voilà, on peut imaginer, moi j'en ai vu, j'ai vu des gens arriver, dire tiens, on peut faire ceci, cela. Ils font des spectacles, mais c'est généralement en pure perte. Il n'y a pas assez de public pour que ce soit un business rentable et donc pour que ça perdure. Et de par le fait, c'est une scène qui reste morte. On peut, si on veut vraiment voir des choses, on va un petit peu en Thaïlande, on va au Japon, on va dans les pays autour, mais ici, c'est compliqué. Pourquoi ça ne marche pas ici et pourquoi c'est pas rentable? C'est les loyers, c'est le gouvernement? Non, je pense qu'il y a une question éducationnelle qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appétence. Voilà, il n'y a pas d'appétence chez un public vietnamien à la culture. Ça n'est pas le cas pour l'instant, à l'exception de Vietnamiens qui ont vécu à l'étranger ou qui sont connectés à l'étranger. Donc, ne faire qu'avec les expatriés, eh bien, c'est possible pour quelques petits événements ponctuels, mais pour quelque chose qui serait plus au long cours, ça ne marcherait pas. C'est possible, comme là, en ce moment, il y a notre ami Francis Renaud qui fait quelque chose. Oui. Tu es au courant, donc lui, voilà, il est... Oui, mais c'est une très belle initiative. Simplement, toujours est-il que c'est quelque chose qui fait en qualité d'amateur. Et si jamais il est remboursé de ses frais, il s'estime déjà content. Ouais. Voilà, on ne peut pas considérer que c'est un métier qu'on pourrait faire au long cours ici. Ouais, c'est pas quelque chose de vraiment professionnel, rentable, où on va attirer des investisseurs, etc. Non, et je crois que si quelqu'un le fait, il va se casser le nez tout de suite. Quoi. Ouais. En tout cas, ici, la vie est bien. Bon, là, tu m'as dit tout à l'heure que tu fais pas ça à temps plein, c'est ton side business et tu es comédien, etc. Alors c'est un vrai problème, c'est-à-dire que c'est mon side business, mais j'y passe 5 jours par semaine. Oui, en fait, et donc en réalité, je fais beaucoup plus qu'un temps plein. Je dois passer 60 heures dans l'établissement par semaine. Néanmoins, mon activité principale, à tout le moins en termes de revenus, c'est mon activité d'écrivain et de comédien. Oui. En Europe. C'est en Europe que mes spectacles sont joués, en Europe que je me produis. Donc tu voyages beaucoup en Europe? Beaucoup, oui. Ok, donc c'est du théâtre, c'est du... Oui, du théâtre, du conte, des spectacles historiques, du combat. Du combat? Oui, du combat à l'épée, du combat au fusil, des choses comme ça, oui. Un peu de cascade, même si je commence à être vieux et peut-être moins vaillant physiquement que je l'étais il y a 20 ans, mais il y a toujours aussi de la cascade, oui. J'ai un groupe d'amis en France qui sont des arts martiaux français. Oui. Donc ils enseignent ça, et après ils sont très proches de tout ce qui est spectacle médiévaux, etc. Il est bien possible que je les connaisse, hein, oui. D'accord, ouais. Bon, intéressant. Et donc, en tout cas, pour revenir ici, donc, on est là, repère. Quelle est la clientèle? Là, je vois pas mal de Français ce soir. Presque des Français. En fait, c'est vrai que quand on a un établissement qui fait du camembert, du saucisson, déjà, ça va attirer principalement des Français, des Belges, ou les nations qui sont à proximité. Donc j'ai beaucoup d'anglo-saxons, une vraie dominante d'anglais, un peu d'irlandais, des espagnols, des italiens, quelques Suisses. C'est effectivement dans ce territoire-là que se trouvent la plupart des gens qui viennent chez moi, oui. Alors les événements, tu m'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'associations françaises, c'est un petit peu les chambres de commerce, un petit peu, c'est qui vient là? Des associations françaises, effectivement, notamment les Français du Monde, la FDM, qui vient ici. J'accueille avec grand plaisir des petits groupes
plus ou moins déclarées, des associations de jeux par exemple, de jeux de rôle, Warhammer, de jeux voilà, de Warhammer, de jeux de plateau. Plus largement, on peut accueillir tout un tas d'autres choses. Il m'arrive d'accueillir des artistes pour une exposition. On a par exemple là un ami, Rémi justement, qui a fait une exposition de dessin chez moi. On a eu des expositions de photographie. On a eu de la projection artistique. On a eu des événements dits de performance. Ça, on accueille avec grand plaisir. D'accord. On peut faire des événements CFI aussi. Des événements, pardon? CFI, le Club France International. Ce que Rien ne s'y oppose. D'accord. Et tu m'avais dit, parce que on a parlé un petit peu politique, on peut en parler? Oui, bien sûr. Ouais. Tu sais ce que je fais, entre autres? Non, tu m'as dit que... Mais pas tellement, en fait. J'ai vu la carte tout à l'heure, donc je peux supposer un peu, mais voilà. Je t'en prie, dis-moi. Donc, les Français ici qui suivent un petit peu ce que je fais, ils vont te dire que je suis très à droite. Oui. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu assumes tes convictions plutôt à gauche. Je suis même très à gauche. Très à gauche? Très à gauche. Ça veut dire quoi, mélenchoniste? Encore plus. Il n'est pas rare que Ruffin dise des choses que je dis moi-même au quotidien, par exemple. Oui. D'accord. Oui. Bon, après, ça peut m'arriver aussi. Ça, voilà. Non, j'entends bien. Mais alors, vraiment, ça n'est pas à l'exclusion d'autres pensées. D'ailleurs, dans les gens qui viennent ici, dans ma clientèle, je dois dire que j'ai assez peu de gens qui sont véritablement de mon bord. Mais ça ne change rien. Oui, bah en fait, c'est ce que j'allais te demander. Alors, tout à l'heure, j'ai cru comprendre, quand je suis arrivé ici en début d'après-midi, je ne sais plus qui m'a dit ça, on m'a dit que c'est un repère de gauchistes. Mais en fait, finalement, oui. Alors, oui en et substance, les patrons voilà. le sont. Mais en fait, aujourd'hui, j'en crée plein de gens par hasard qui ne sont pas du tout ça. Bien Donc, sûr, en fait, bien il y a sûr. tout ici. Non, mais la question, c'est celle de l'identité initiale du lieu. Bien sûr que c'est tenu, ça a été fondé par un patron de gauche que je suis. J'ai recruté un ami qui est un ami de gauche pour servir de côtelier avec moi. Objectivement, j'aurais pu prendre un mec de droite tant qu'il était en cohérence avec l'idée de l'établissement, etc. Juste ça s'est présenté comme ça. Voilà. Et j'y reviens, dans la clientèle, il y a pas mal de gens de droite. Après, s'ils viennent ici, c'est qu'ils sont bonnards, ils s'attendent à ce que peut-être on bataille, on discute politique, société, etc., qu'on ne soit pas d'accord. Quelquefois, on s'engueule. On se fait une bise à la fin, on se revoit la semaine d'après. C'est l'ambiance du lieu. Mais ça, c'est personnel avec toi, c'est-à-dire qu'on discute personnellement. Oui. Mais le lieu, est-ce qu'il a une identité de gauche? Moi, je ne vois pas forcément. Non, probablement pas. Probablement pas. À part le fait que ce soit peut-être un petit peu. Il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs. C'est vrai qu'on a choisi un lieu dont on peut dire que la décoration fait un peu à garage, bar alternatif, un peu punk, etc. Et alternatif, punk, c'est un peu gauche. Oui, ça peut être droite voilà, aussi, ou pas? Ça pourrait, ça pourrait, mais le fait est que ça semble en cohérence avec plutôt des idées de gauche. Voilà, on a vu des bars associatifs qui avaient un peu ce genre de gueule-là aussi. Donc je pense qu'il y a une identité qui s'exprime de par ce fait-là, mais j'y reviens, elle n'est pas... ça n'est pas ostracisant. Voilà, c'est-à-dire elle que ne s'affirme véritablement, pas officiellement d'une politique. Elle est ce qu'elle est, personne ne demande la carte d'adhésion à quoi que ce soit à l'entrée de l'établissement, loin s'en faut. Voilà, les gens ils viennent, ils l'interprètent comme ils veulent, s'ils sont contents. Voilà, tout à fait. Très bien, donc tout le monde est bienvenu ici. Mais évidemment. Voilà. Tant que les personnes sont correctes. Voilà, il s'agit d'être cordial. J'ai des espaces qui sont des espaces un peu plus privatifs, où les gens peuvent venir en famille, avec leurs amis, etc. Et puis il y a la table haute, qui est le cœur vibrant de l'établissement. Si on s'assied en table haute, on discute avec les gens qui sont en table haute, et il peut y avoir des bas d'idées, il peut y avoir du conflit, mais il faut qu'il y ait toujours de la courtoisie. Bien sûr. Hein. En tout cas, moi, c'est drôle parce que je compare avec Hong Kong, où j'habite. J'ai des amis qui ont des bars, des restos comme toi, et qui ont fait des événements avec moi. Voilà, où je viens le soir même, et après, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des remarques désobligeantes. Il y a des gens qui ont dit oh, tu es avec Marc, le facho, le machin, etc. Et donc, ça pose plus de problème à Hong Kong, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ici, toi, ça ne te pose pas de problème de parler avec moi. Bah non, pas du tout. Non. Demain, il y a un gars qui va voir la vidéo sur YouTube, il va te dire oh, tu as parlé avec Marc Guyon. Oui, mais ça pose pas de difficulté, d'autant qu'en plus j'ai été assez clair sur ce que je suis moi-même, donc je ne vois pas du tout ce qui pourrait poser souci. Ouais. Est-ce que je peux te demander, pour comprendre ton approche, pourquoi tu es, quelles sont tes valeurs? Quel est ton raisonnement
pourquoi tu te définis à gauche de la gauche, Ruffin, etc. Et pourquoi tu es ici au Vietnam? Est-ce que le Vietnam, ancien pays plutôt communiste socialiste, c'est ça qui t'a attiré aussi ou pas vraiment, parce que ça c'est très polémique ce que je vais dire là maintenant, mais il n'y a au Vietnam de communistes que le drapeau. Oui, là on est d'accord. Ouais. Et après peut-être l'histoire du Vietnam, je sais pas. Non, potentiellement, il y a 20 ans en arrière, il y avait d'autres choses, mais moi j'ai l'impression qu'on vit dans une société hyper capitaliste ici. Ça te gêne ou pas? Ah oui, au quotidien, ça m'embête beaucoup. Alors, ça m'embête beaucoup dans les rapports que je peux avoir avec les gens. Moi, je vis avec une compagne qui est vietnamienne. Je vois à quel point le droit social ici est bafoué. Et même dans certains cas de figure, il est carrément inexistant. Ouais. Oui, c'est très problématique. Alors pourquoi si c'est problématique, pourquoi tu restes ici alors qu'en France, ça correspond plus à tes valeurs, j'ai l'impression? Eh bien, figure-toi, parce que, comme je l'expliquais, je suis arrivé ici par un concours de circonstances. Et là, bon, tu t'es installé. Et je me suis séparé de mon ex-femme. J'ai trouvé une nouvelle compagne qui a la caractéristique d'être vietnamienne. Et donc, je suis au Vietnam pour beaucoup parce que j'aime ma compagne et que je veux être avec elle et que, pour l'instant, ça nous semble... d'un point de vue purement technique, un bon compromis. Voilà. Après, comme je le disais tout à l'heure, je pense que toute ma vie ne sera pas liée au Vietnam. En tout cas, pas complètement. C'est-à-dire, bien sûr, si ma compagne est vietnamienne, si mes enfants sont par la suite semi-vietnamiens eux-mêmes, j'aurai toujours un pied ici, mais il n'y a pas d'adhésion morale, philosophique, raisonnable, ni même d'adhésion de cœur complète au Vietnam. Je trouve que la situation est intéressante, est agréable pour quelqu'un qui a eu la chance de naître dans un pays où il y a du droit social et des passeports qui ressemblent à quelque chose. Pour rien au monde, je voudrais naître vietnamien. C'est un enfer. C'est un enfer. Et moi, je suis content d'être né dans un pays que d'aucuns à droite qualifient de pays quasiment communiste. Et franchement, tant mieux. Je suis absolument ravi qu'on ait une sécurité sociale. Je suis absolument ravi qu'on ait un système de retraite qui tient encore à peu près debout. Toutes ces choses-là me plaisent et je regrette de tout mon être que les Vietnamiens ne les aient pas. Donc toi, tu aimerais que le Vietnam ressemble plus à la France? Moi, j'aimerais que le Vietnam soit plus communiste que son drapeau. Voilà. Donc effectivement, comme la France. Parce que la France est un peu plus, on va dire, en tout cas sociale. Elle en est un peu plus, oui, mais il y a encore de la route. Hein. On est vraiment loin d'être dans un État communiste. Mais il y a... Je cite quelques économistes ou philosophes. Il y a ce que Bernard Friot appelle un déjà-là communiste en France. Il y a quelques éléments de communisme qui, à un moment donné, se sont installés dans la législation française. Et moi, je suis tout à fait pour ça. Et je trouve que ça manque beaucoup au Vietnam. Quand tu vois le niveau des pensions de retraite au Vietnam, c'est affligeant. Ouais. Par exemple. Oui, ben là on est bien d'accord, c'est plus du tout le modèle communiste, socialiste, mais on est même quasiment complètement à l'opposé. On pourrait même dire qu'on est extrême droite au Vietnam. Mais je le crois, oui, ils sont extrêmement nationalistes par-dessus, oui, je le crois aussi. Et donc c'est beaucoup de choses, moi, qui ne me plaisent pas. Alors, moi, je dis souvent, et je l'ai dit d'ailleurs dans mes campagnes politiques, pour information, j'étais candidat aux législatives. Je sais pas, tu votes aux élections? Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, je suppose que tu as voté pour les candidats du NFP? Ben oui. Voilà, bon, très bien. Mais moi, je dis souvent aux gens qui ont voté NFP, je dis, vous vivez au Vietnam ou à Singapour ou à Hong Kong ou en Chine, dans des systèmes qui pourraient être qualifiés plutôt extrême droite, mais vous votez à gauche. Oui. Donc, vous vous contredisez un petit peu. Non, parce qu'en substance, si on voulait aller au bout de la réflexion, en ne vivant pas dans le pays, on ne devrait juste pas voter du tout. Tu vois, si vraiment on voulait aller au bout du truc, bien, ouais. On devrait ne pas voter du tout. Mais si je prends ton architecture de pensée, on vit dans des pays sans adhérer parfaitement à ce qu'est le pays. Moi, j'adhère absolument pas à ce qu'est le Vietnam dans son ensemble. Et donc, je pense qu'on a tout à fait le droit d'avoir une réflexion critique et justement de voir à quel point un type de politique qu'on constate dans ce pays-là ne fonctionne pas et ne surtout pas vouloir que pour son propre pays, on aille vers ça. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le nationalisme est un truc contre lequel je suis absolument. C'est la raison pour laquelle on voit les dommages du capitalisme ici, et je suis absolument en opposition avec ça. Là, on y est, on est sur une société qui, justement, n'est pas protégée
par le déjà la communiste, n'est pas protégé par tous les filets de sécurité qu'on peut avoir dans certaines démocraties européennes, notamment en France. Et je vois les dégâts que ça fait au quotidien. Donc, ça pourrait me conforter dans l'idée que définitivement, il ne faut pas s'engager dans la voie du capitalisme. Loin s'en faut. Bon, en tout cas, je suis plutôt d'accord sur on va dire, l'ultra-libéralisme, capitalisme, etc. Bon, ça c'est un sujet. Maintenant, un autre sujet, bon, je vais en finir là parce qu'on ne va pas parler de politique de la soirée, mais immigration. Oui. Ça c'est aussi un autre point. Voilà. Ici au Vietnam, c'est très difficile de venir illégalement, etc. En France, c'est différent. Toi, encore une fois, j'ai l'impression que tu trouves que tu es plutôt en faveur des valeurs de gauche, d'accepter son prochain, de l'immigration, etc., d'aider. C'est ça, je crois. Ouais, en fait, honnêtement, je pense qu'il y a souvent un mauvais procès qui est fait à la gauche. Les gouvernements de gauche ne se sont jamais trouvés être aussi immigrationnistes que ce qu'on veut bien raconter. Et en général, ce sont les gouvernements de droite qui ont ouvert le plus. Moi, parce qu'ils ont besoin, quand ils sont restaurateurs, ils ont besoin de main-d'œuvre. J'entends très bien tout ça. C'est quoi ton positionnement? Mon positionnement, il est qu'on a une sociologie extrêmement différente au Vietnam de ce qu'on peut avoir en Europe et en France particulièrement. Moi, je suis tout à fait en faveur du fait qu'on régularise des gens qui travaillent en France. Ceux qui travaillent. Ceux qui sont en situation qui ne posent pas de problème. Absolument. Qui ne sont pas les violeurs des délinquants, tout ça. Oui, bien sûr. Et je suis comme tout homme de bon sens, et il y en a plus qu'il n'en faut à gauche. Bien entendu que les gens qui sont problématiques, je ne suis pas pour les garder. D'accord. Voilà. Donc les OQTF en France, il faut le dégager ou pas? Mais si c'est un OQTF, qu'ils sortent. D'accord. Voilà. Par contre, quand c'est un brave mec qui est peut-être en situation irrégulière, mais qui est employé dans les restaurants depuis 9 mois, qui bosse au quotidien, eh ben, il faut le régulariser tout de suite. Ok, bon ça, on peut dire que ça peut être vu comme du bon sens, même pour quelqu'un de droite. Oui, oui. Et que penses-tu de ceux qui arrivent en France sur des bateaux de fortune? On les prend ou pas? C'est une extraordinaire question que tu poses là, parce que je pense qu'on a tous ce double raisonnement en nous, qui est que ces gens-là arrivent et ils ne sont pas nécessairement une immigration voulue, mais si tu les refous à la mer, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on peut vraiment se regarder dans la glace en disant qu'on les a refoutus à la baille? Donc je suis, pareil que tout le monde, je suis emmerdé avec cette question-là. Tu vois, bien sûr qu'humainement, je ne vais pas les laisser dans l'eau. Mais personne ne veut les laisser dans l'eau. Ben, je crois. Mais là, je vais te dire sauf qu'une fois que tu les as pris, bon, alors, beaucoup de gens, particulièrement de droite, disent renvoyer-les chez eux. Ah oui, mais c'est pas facile, en fait, cette histoire. Là, parce que quand tu veux techniquement le faire, c'est pas facile. Déjà, chez eux, souvent, c'est loin. Alors, tu dis, on va les refoutre dans un bateau, c'est pas une très bonne solution. On va les amener dans un autre pays européen qui n'en veut probablement pas non plus. Et il faut se mettre aussi dans la situation de ces pauvres gens qui ont vraisemblablement fui leur pays, pas uniquement dans l'espoir de toucher des APL. Je doute assez fort de ce truc-là. Moi, je pense que l'immense majorité d'entre eux fuient une situation qui est problématique. Bon, discutable, mais ok. Eh bien, ben, voilà, mais là, on a une opposition de grande ampleur. Moi, je pense que l'immense majorité d'entre eux vivent une vie que personne des gens de droite serait content de vivre là-bas. Mais est-ce que c'est une raison de les... Excuse-moi, je fais une bise à mon ami. Ciao. Ciao, ciao. See you, my friend. Thanks a lot. Bye, take care. En tout cas, pour revenir rapidement sur le sujet des migrants qui arrivent, qu'est-ce que l'on fait? Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord que humainement, personne ne veut mettre des gens... mais non, voilà. Mais donc, en fait, on est tous emmerdés avec ce truc-là. Mais le problème, c'est que... Regarde ce qu'a fait l'Australie. Ouais. En fait, ils les recevaient. Après, ils ont arrêté de les recevoir. Ouais. Ils ont dit, si vous venez, vous allez de toute façon mourir parce qu'on ne va pas vous accepter. Ouais. Du coup, ils ont arrêté de venir. Ouais. Non, en fait, pourquoi ils continuent à venir? C'est parce qu'on les accepte. Si on les accepte plus, ils vont arrêter de venir. Et tu sais, avant qu'ils viennent, beaucoup sont morts sur les côtes australiennes. Donc, est-ce qu'on peut se regarder dans la glace en ayant fait ça? Ça, c'est une vraie problématique. Et j'y reviens. Mais là, je pense vraiment qu'on doit sortir de cette problématique de savoir qui est de gauche ou pas, puisque j'y reviens. La gauche, en réalité, dans l'immense majorité des cas, n'est pas immigrationniste. Je vous invite à regarder ce qu'a été le discours du Parti communiste pendant des décennies. Les marchés n'étaient pas immigrationnistes, le PCF n'a jamais été immigrationniste. Et on caricature beaucoup ce que les gens de gauche racontent. C'est un procès médiatique, c'est une manière de faire que je peux entendre, c'est la bataille politique. Mais en général, quand tu regardes la manière dont les gens s'expriment,
ça n'est pas aussi caricatural que ça. Olivier Besancenot et la LCR n'a jamais demandé à ce que les licenciements soient illégaux. Il a demandé à ce que les licenciements soient illégaux dans la mesure où les entreprises faisaient de gros profits. La gauche ne demande jamais en réalité à ce qu'on régularise tous les immigrés. C'est faux. Elle demande à ce qu'on régularise les immigrés qui travaillent. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont de grand bon sens dans la pensée de gauche. Oui, il y a des gens comme Paul Roussel, que même moi je trouve qu'il dit pas trop de conneries. Oui. Mais le problème c'est que la gauche maintenant elle englobe tellement de gens. Mais en fait, des gens qui disent qu'il faut régulariser tout le monde. Je crois que Lucie Casté, je n'en ai quasiment jamais rencontré dans toute ma vie. Ben, Lucie Casté, elle a dit quelque chose comme ça. Non, j'en doute fort. Je serais intéressé à voir exactement l'extrait, mais j'en doute fort. Même au-delà de l'immigration, de l'économie, le wokisme, qu'est-ce que tu en penses toi? Du mal. Voilà, ben, maintenant la gauche, moi j'ai des amis qui sont de gauche. Je vais te dire, je pense que c'est une pensée de droite, le wokisme. Oui, parce qu'on va dire que c'est plutôt le libéralisme de la société, les machins, d'une part, l'extrême américanisation, et d'autre part, si tu veux, le temps qu'on passe à faire des réunions non mixtes entre blancs, noirs, asiatiques, gays, trans, etc., c'est autant de temps que la masse salariale dans son ensemble ne passe pas à faire du syndicalisme. Et donc je pense que le wokisme est un truc que le capitalisme aime énormément. Par ailleurs, il est vrai que c'est une pensée qui nous vient des États-Unis. Ces derniers temps, c'est rarement un critère de qualité. Et je pense que c'est fondamentalement une pensée de droite en réalité. Moi, je trouve que c'est plutôt... ça a du bon sens, ça a du sens ce que tu viens de me dire. Mais cependant, qui soutient le wokisme en France? C'est la gauche. Pas grand monde en fait. Je comprends ce que tu dis, mais c'est pas grand monde. C'est les mélanchonistes, c'est les écologistes, justement, non, tu vois, c'est-à-dire que là, on parlait des mélanchonistes, qui sont pour beaucoup mes amis. Et bien en fait, j'ai du mal à trouver des mecs qui soient pro-wokisme. Hein. C'est vraiment un truc que... Mais parce qu'il y a un mélange de tout. Il y a les islamistes qui vont pas s'entendre avec les LGBT. Est-ce que les gens de droite ne sont pas mélangés avec des gens qui sont des intégristes catholiques dans tous les sens, avec des royalistes, donc il faut quand même regarder un peu devant chez vous avant d'emmerder les autres, quoi. Tu vois, c'est-à-dire il y a quand même plus de mélange à gauche. Ah, je crois que non. Il est vrai qu'on a 3 casse-couilles de wokistes chez nous, mais alors il y a une fournée de royalistes par la droite qui traîne, donc il faut être raisonnable. Bah, très bien. En tout cas, c'est très intéressant d'échanger avec toi. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens avec qui on peut discuter. Oui. Moi, j'aimerais bien revenir ici, qu'on fasse des, je sais pas, il y a des soirées débats. Bien sûr. Mais en tout cas, la soirée débat, mon ami, c'est tous les jours. En table haute, avec quelques bières. Je veux dire, alors, les débatteurs sont de plus ou moins belle qualité, selon les jours. Là, on est en mode un petit peu café du commerce. Oui. Un jour, on peut faire un truc, une conférence. Oui, bien plus volontiers, parce que comme tu l'as dit fort justement en début de journée, en début d'interview, pardon, on a fait toute la journée le mariage de notre ami. Voilà. Et on a déjà vu assistance plus fraîche que nous. Voilà, tout à fait. Donc on pourra certainement reprendre cette conversation dans un état de fraîcheur meilleur et avec des éléments factuels plus conséquents que ce qu'on fait là au débeauté. Voilà. En tout cas, je te félicite parce que c'est vraiment un bel endroit. Là, en fait, j'ai envie de faire des cours de boxe ici un jour. Ah, pourquoi pas? Un petit groupe. On peut tout replier, là, on peut pousser les tables et tout. Ça se fait complètement. Hein. En tout cas, je sens que c'est un véritable repère, enfin, on va dire dans le sens, repère où en fait les Français peuvent se retrouver, échanger en toute cordialité, quelles que soient leurs opinions, leurs idées, tout ça. Donc ça, c'est bravo pour ça. Et je suis content de rencontrer une nouvelle amie. Si tu me permets de t'appeler mon ami de gauche. Mais écoute, ce sera avec grand plaisir et je ne vois pas pourquoi on ne serait pas amis. Voilà, mais merci beaucoup. Avec joie. Merci.